Les peintres. Vsevolod Garchine. 1. Dedov. Aujourd'hui, j'ai le sentiment d'être délivré d'un lourd fardeau. Le bonheur a été inattendu. Adieu les épaulettes d'ingénieur. Adieu les instruments de mesure et les devis. Est-il pas honteux de se réjouir de la mort d'une pauvre vieille tante pour la seule raison qu'elle a laissé un héritage qui me permet d'abandonner mon emploi? Il est vrai qu'en mourant, elle m'a demandé de m'adonner pleinement à mon occupation favorite. Et si je me réjouis présentement, c'est entre autres parce que j'accomplis son vœu ardent. C'était hier. Quelle stupéfaction sur la physionomie de mon chef lorsqu'il a su que je quittais le service. Et quand je lui eus expliqué dans quel dessein je faisais cela, il en resta bouche bée. Par amour de l'art? Déposez votre demande. Et sans rien ajouter, il se détourna et s'en fut. Je n'avais besoin de rien de plus. Je suis libre, je suis peintre. N'est-ce pas le summum du bonheur? J'ai eu envie de m'en aller au plus loin, et des gens, et de Pétersbourg. Je suis parti en canot sur les eaux côtières. L'eau, le ciel, la ville dans le lointain scintillant au soleil, les forêts bleutées lisérant le rivage du golfe, les pointes des mâts dans la baie de Kronstadt, les dizaines de navires passant à côté de moi, bateaux à voile et grandes barques finnoises, tout cela m'a paru dans un nouvel éclairage. Tout cela était à moi, en mon pouvoir. Je pouvais m'en saisir, le jeter sur une toile et l'exposer à la foule stupéfaite par la force de l'art. Sans doute valait-il mieux ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, car pour l'heure, je n'étais pas encore Dieu sait quel célèbre artiste. Le canot fendit rapidement le flot étal. Le batelier, un grand et beau gaillard dans sa chemise rouge, manœuvrait les rames infatigablement. Il se penchait tantôt en avant, tantôt en arrière, donnant une forte impulsion à la barque à chaque mouvement. Le soleil en descendant jouait si bellement sur son visage et sur sa chemise rouge que j'eus envie d'esquisser un tableau. Ayant toujours avec moi une mallette contenant des toiles, des tubes et des pinceaux, je dis « Arrête de ramer, reste une minute tranquille, je vais te peindre. » Il déposa les rames. « Fais comme si tu les levais. » Il reprit les rames, les leva comme un oiseau bat des ailes, et se figea dans cette pose magnifique. Je traçai rapidement les contours au crayon et me mis à peindre. Je mélangeais les couleurs avec un sentiment de joie particulier. Je savais que de toute ma vie, rien ne saurait m'en arracher. Le batelier se fatigua assez vite. Son expression hardie se mua en visage triste et las. Il se prit à bâiller, et une fois même il essuya le visage de sa manche, ce pourquoi il dut incliner la tête jusqu'à la rame. Les plis de sa chemise se défirent. Que c'était contrariant. Je ne supporte pas qu'un modèle bouge. Reste un peu plus tranquille, mon gars. Il ricana.
Qu'as-tu à rire? Il eut un sourire confus et dit. Ça me fait bizarre, Barine. Qu'est-ce qui te fait bizarre? Qu'est-ce que j'ai de si extraordinaire qu'on me peigne, comme je ne sais quel tableau? Précisément, mon cher ami, il y aura un tableau. Quel besoin en avez-vous? Pour m'exercer. Vois-tu, je vais en produire plusieurs petits. Ensuite, j'en produirai des grands. Des grands? De 3 kilomètres si je veux. Il se tut, puis il demanda avec sérieux. Donc, vous pouvez aussi faire des images de saints? Je peux, mais je fais surtout des tableaux. Ah! Il réfléchit un moment, puis dit à nouveau. À quoi ça vous sert? Quoi? Ces tableaux. Évidemment, je n'ai pas entrepris de lui faire un cours sur le sens de l'art. J'ai seulement dit que pour ces tableaux, on payait un bon prix. Dans les 1000 roubles, ou 2, ou davantage. Il fut pleinement satisfait et n'en parla plus. L'étude s'avéra magnifique. Les tons chauds du coton rouge éclairé par le soleil couchant étaient splendides, et je revins à la maison parfaitement heureux. 2. Ryabinin. Devant moi se tient dans une pose d'étirement le vieux Taras, un modèle, auquel le professeur N a commandé de mettre main sur tête, parce que c'est un très classique pose. Une foule de camarades m'entoure. Ils sont, tout comme moi, assis devant leur chevalet, palette et pinceau en main. Devant, Dedov qui, quoique paysagiste, s'astreint à peindre Taras. Dans la salle règne l'odeur des peintures, de l'huile de lin, de la térébenthine et un silence de mort. Chaque demi-heure, on accorde une pause à Taras. Il s'assoit sur le bord de la caisse qui lui sert de piédestal et, de modèle, se transforme en un ordinaire vieil homme nu. Il déplie ses membres engourdis par la longue immobilité, se mouche sans l'aide d'un mouchoir, etc., etc. Les élèves se pressent près des chevalets, appréciant mutuellement leur travail. Près du mien, il y a toujours foule. Je suis un élève de l'académie très doué, et il y a de grands espoirs que je devienne un de nos coryphées, d'après le mot heureux du fameux critique d'art M.V.S., qui affirme depuis longtemps qu'on en fera quelque chose de Ryabinin. C'est pourquoi tout le monde regarde mon travail. 5 minutes plus tard, nous reprenons nos places. Taras grimpe sur son piédestal, met la main sur sa tête, et nous tartinons. Et ainsi tous les jours. C'est monotone, n'est-ce pas? Oui, je m'en suis moi-même convaincu depuis longtemps. Mais, de même qu'une locomotive à vapeur ne peut que soit rouler sur les rails jusqu'à épuisement du combustible, soit dérailler, et de rutilants monstres métalliques se transformer en tas de ferraille. De même en est-il pour moi. Je suis des rails, ils guident fermement mes roues. Et si je quittais la voie, qu'adviendrait-il alors? Je dois coûte que coûte arriver à la station, sans prêter attention au fait que la dite station m'apparaît comme une espèce de trou noir dans lequel on ne distingue rien. Les autres disent que ce sera l'activité artistique. Que ce soit quelque chose d'artistique, je n'en disconviens point, mais que ce soit une activité, en fréquentant une exposition et en regardant les tableaux, qu'y vois-je? Une toile sur laquelle on a déposé des couleurs disposées de telle façon qu'elles engendrent des impressions semblables à celles que provoquent divers objets. Les gens se promènent et s'extasient. Ah! Comme ces couleurs sont astucieusement disposées! Et c'est tout. Des livres, des montagnes de livres ont été écrits sur le sujet. J'en ai lu beaucoup. Mais de tous ces Taine, Carrière, Kouglerov, qui ont écrit sur l'art, jusque et y compris Proudhon, il ne ressort rien. Ils dissertent tous sur la signification de l'art, mais à leur lecture, une pensée me vient immanquablement en tête. En a-t-il seulement une? Je n'ai jamais vu qu'un bon tableau ait exercé une bonne influence sur quelqu'un. Comment croirais-je à sa signification? Pourquoi y croire? Je dois y croire, je dois absolument. Mais comment faire? Comment me persuader que toute ma vie durant, je ne servirai pas uniquement à satisfaire la stupide curiosité de la foule, bien content s'il ne s'agit que de curiosité, et non point d'autre chose, comme exciter les bas instincts par exemple, ainsi que l'amour-propre d'un estomac sur pattes enrichi qui va s'approcher sans hâte d'un mien tableau, porteur d'un douloureux vécu, peint non pas avec des pinceaux et des couleurs, mais avec mes nerfs et mon sang. Grommeler, pas mal. Plonger la main dans sa poche béante, me jeter quelques centaines de roubles et l'emporter loin de moi. Il l'emportera avec mes émotions, mes nuits d'insomnie, mes joies et mes peines, mes illusions et mes déceptions. Alors de nouveau, tu erres seul dans la foule. Tu dessines machinalement un modèle vivant le soir. Tu le dessines machinalement le matin, suscitant l'étonnement des professeurs et des camarades.
devant les rapides progrès. Pourquoi fais-tu tout cela? Où vas-tu? 4 mois déjà se sont écoulés depuis que j'ai vendu mon dernier tableau, et je n'ai toujours aucune idée pour le suivant. Si quelque chose pouvait émerger dans ma tête, ce serait bien. Une période d'oubli complet. Je m'immergerais dans un tableau comme on se retire au monastère. Je ne penserai plus qu'à lui. Les questions où, pourquoi faire disparaissent pendant le travail. On n'a qu'une pensée en tête, un but, et sa réalisation procure une délectation. Le tableau, c'est un monde dans lequel tu vis et dont tu es responsable. Ici, la moralité commune disparaît. Tu t'en crées une nouvelle dans ton nouveau monde. Et tu y sens ton bon droit, tes qualités ou ton insignifiance, et tes mensonges à ta façon, indépendamment de la vie. Mais il est impossible de peindre toujours. Le soir, lorsque l'obscurité interrompt le travail, tu reviens à la vie, et tu entends derechef l'éternelle question. Pourquoi faire? Qui empêche de dormir, qui oblige à se tourner et se retourner sur sa couche, enfiévré, à fixer les ténèbres comme si une réponse y était inscrite quelque part. Et tu t'endors au matin d'un sommeil de mort, afin de, une fois réveillé, t'immerger de nouveau dans un autre monde de rêve, où n'existent des images qui ne sortent que de toi-même, s'assemblant et se révélant devant toi sur la toile. « Pourquoi ne fais-tu rien, Riabinine ?» me demanda assez fort mon voisin. J'étais plongé dans mes pensées au point de sursauter en entendant sa question. Ma main qui tenait la palette s'était abaissée, un pan de mon veston était tombé dans la peinture et sali, les pinceaux gisaient par terre. Je jetai un coup d'œil à mon étude. Terminé, et bien terminé. Taras se dressait comme vivant sur la toile. « J'ai fini », répondis-je au voisin. Le cours se termina aussi. Le modèle descendu de sa caisse s'habillait. Tout le monde ramassait bruyamment ses accessoires. On s'approcha de moi, on me félicita. « Une médaille! Une médaille! C'est la meilleure étude !» disaient certains. Les autres se taisaient. Les peintres n'aiment pas s'adresser mutuellement des éloges. 3. Dédoff. Il me semble que je jouis de l'estime de mes camarades élèves. Bien sûr, mon âge certain, comparé au leur, n'est pas sans exercer une influence en la matière. Dans toute l'académie, seul Volsky est plus âgé que moi. Oui, l'art possède un étonnant pouvoir d'attraction. Ce Volsky est un officier à la retraite, un monsieur de 45 ans environ, aux cheveux complètement blancs. Entré à l'académie si tardivement, recommencer à étudier, n'est-ce pas un exploit? Mais il travaille opiniâtrement. En été, quel que soit le temps, il peint des études du matin au soir avec une espèce d'oubli de soi-même. En hiver, quand il fait jour, il peint assidûment. Et le soir, il dessine. En 2 ans, il fait d'énormes progrès, bien que le sort ne l'ait pas doté d'un grand talent. Riabinine, c'est autre chose. Une nature diablement talentueuse. Mais en revanche, un fainéant de première. Je ne pense pas qu'il en sortira quoi que ce soit de sérieux, quoique tous les jeunes soient des admirateurs. Ce qui paraît surtout bizarre, c'est son attirance pour les sujets dits réalistes. Il peint des chaussures en tille, des bas de paysans, des pelisses courtes comme si on n'en avait pas assez vu au naturel. Mais le plus important, c'est qu'il ne travaille presque pas. Quelquefois il s'y met, et en 1 mois, il achève un tableautin. Et tout le monde de crier au miracle, en trouvant, au demeurant, que la technique laisserait espérer mieux. À mon avis, sa technique est très, très faible. Puis, il va abandonner même les croquis, va circuler sombre et sans parler à personne, même à moi, encore qu'il me semble qu'il s'éloigne moins de moi que des autres. Étrange jeune homme. Ils me paraissent extravagants ces gens qui ne parviennent pas à trouver une entière satisfaction dans l'art. Ils n'arrivent pas à comprendre que rien n'élève autant l'homme que la création. Hier, j'ai terminé un tableau. Je l'ai exposé et on m'en a déjà donné le prix. Pas moins de 300. On m'en a déjà proposé 250. Je suis d'avis qu'il ne faut jamais céder sur un prix une fois qu'on l'a fixé. Je céderai maintenant moins que jamais, car le tableau sera certainement vendu. Le sujet est de ceux qui plaisent, sympathiques. L'hiver, le couchant, les troncs noirs de bouleau qui tranchent sur le fond rougeoyant. K peint comme ça, et ça marche pour lui. Rien que cet hiver, il a gagné jusqu'à 20 000. Pas mal, on peut vivre. Je ne comprends pas comment certains peintres se débrouillent pour être dans la misère. Chez K, il n'est pas une toile qui ne fasse du profit. Tout se vend. Il s'agit simplement d'être roi dans l'affaire. Tant que tu peins, tu es un peintre, un créateur. Le tableau fini, tu es un marchand.
et plus tu conduiras ton affaire habilement, mieux ce sera. Le public est enclin souvent aussi à nous abuser, nous autres. 4. Ryabinin. Je vis dans la 15e ligne sur la Moyenne Avenue, et je passe 4 fois par jour sur le quai où accostent les navires étrangers. J'aime cet endroit pour ses coloris, son animation, la bousculade et le bruit, et aussi parce qu'il m'a fourni beaucoup de matière picturale. C'est ici, en regardant les dockers porter des sacs, manœuvrer des treuils et des cabestans, tirer des chariots chargés de cargaisons diverses, que j'ai appris à dessiner les travailleurs. Je rentrais chez moi en compagnie de Dedov, le paysagiste. C'est un homme bon et innocent, tels ses paysages, qui aime passionnément son art. Pour lui, il n'y a pas d'incertitude. Il peint ce qu'il voit. Aperçoit-il une rivière? Il la peint. Aperçoit-il un marais avec du carex? Il le peint. À quoi lui servent cette rivière ou ce marais? Jamais ce problème ne se pose à lui. C'est, me semble-t-il, un homme cultivé. Il a dû finir au moins ingénieur. Il a quitté son emploi grâce à je ne sais quel héritage qui lui permet de subsister sans besogner. Maintenant, il peint et peint encore. En été, il passe ses journées dans un champ ou une forêt. En hiver, infatigable, il compose des couchers de soleil et des levées, des mi-journées, des débuts et des fins de pluie, d'hiver, d'automne, etc., etc. Il a oublié son métier d'ingénieur et ne le regrette pas. Toutefois, en passant sur le quai, il m'explique souvent la signification des énormes masses d'acier ou de fonte. Pièces de machines, chaudrons et autres qu'on décharge des bateaux sur la berge. « Regardez un peu quelle chaudière on a débarqué !» m'a-t-il dit hier en tapant de sa canne l'objet qui résonna. « Se peut-il qu'on ne sache pas les fabriquer chez nous ?» me suis-je enquis. « On en fait, mais pas assez. Il en manque. Voyez quel tas on a importé. De mauvaise facture d'ailleurs. Il faudra réparer sur place. La soudure lâche. Et là aussi, le rivetage est branlant. Savez-vous comment ça se fabrique un truc comme ça? C'est, je dois vous le dire, un travail infernal. Un homme s'assoit à l'intérieur et maintient ses joints dans une pince, en poussant de toutes ses forces dessus avec sa poitrine. Et à l'extérieur, un ouvrier spécialisé tape à grands coups de marteau sur les rivets pour les façonner en chapeau, comme ceci. Il me désigna une rangée de rondelles métalliques convexes qui suivaient la ligne de suture. Dedov, mais c'est comme si on lui tapait directement sur la poitrine. Absolument. Une fois, j'ai essayé d'entrer là-dedans. Eh bien, j'ai eu toutes les peines du monde à ressortir au bout de 4 rivets. La poitrine défoncée. Mais eux, ils parviennent à s'habituer. Je ne sais pas comment. Il est vrai aussi qu'ils meurent comme des mouches. Ils le supportent 1 an ou 2. Mais après, même s'ils restent en vie, ils ne sont plus bons à rien. Ce n'est pas une mince affaire que de subir les coups d'une masse. Et dans un chaudron encore. Dans une chaleur étouffante et plié en 4. En hiver, le fer gèle, et le gars est assis ou couché sur le métal glacé. Tenez, cette chaudière-là, la rouge étroite, on ne peut même pas s'y tenir assis. Il faut s'allonger sur le flanc et présenter la poitrine. Dur labeur pour ces sourdingues. Les sourdingues? Oui, c'est le surnom que leur ont donné les ouvriers à cause des chocs et de la résonance. Ils deviennent souvent sourds. Croyez-vous qu'ils gagnent beaucoup à ce travail de bagnard? Des clopinettes. Parce que ça ne nécessite ni pratique, ni savoir-faire, seulement de la viande. Que de pénibles impressions il y a sur ces chantiers, Ryabinin. Si vous saviez. Je suis tellement content de m'être débarrassé de ça à tout jamais. Au début, j'avais de la peine à vivre en voyant ces souffrances. La nature, c'est tout autre chose. Elle ne vous fait pas de mal, et il ne faut pas lui en faire pour l'exploiter comme nous, les peintres. Oh, regardez! Regardez donc ces tons de gris! S'écria-t-il en me montrant un coin du ciel. Là, sous le nuage, une splendeur. Avec cette légère nuance de vert, si on le peignait tel quel, on ne nous croirait pas. Et pourtant c'est joli, non? J'acquiesçais bien que je ne visse rien de splendide dans ce bout de ciel pétersbourgeois d'un vert sale. Et j'interrompis Dedov qui commençait à s'extasier derechef devant une nuance près d'un autre nuage. Dites-moi, où peut-on voir un de ces sourdingues? Allons ensemble à l'usine. Je vous montrerai des tas de trucs. Demain, si vous le désirez. Mais, au moins, n'auriez-vous pas dans l'idée de peindre un de ces sourdingues? Laissez tomber, ça n'en vaut pas le coup. Comme s'il n'y avait rien de plus gai. Pour ce qui est de l'usine, dès demain si vous voulez. Nous sommes allés à l'usine aujourd'hui, et nous avons tout observé. Nous avons vu un sourdingue. Il était assis, roulé en boule dans un chaudron, et il exposait sa poitrine aux coups de masse. Je l'ai regardé une demi-heure.
Au cours de ce laps de temps, la masse est retombée des centaines de fois. Le sourdingue grimaçait. Je vais le peindre. 5. Dédoff. Ryabinin a inventé une telle absurdité que je ne sais même pas quoi en penser. Il y a 3 jours, je l'ai emmené visiter l'usine métallurgique. Nous y avons passé toute la journée. Je lui ai tout fait voir et lui ai expliqué les différentes productions. À mon étonnement, j'ai oublié peu de choses de ma profession. Finalement, je l'ai amené à l'atelier de chaudronnerie. On y travaillait justement à une énorme chaudière. Ryabinin est entré dedans et a regardé pendant une demi-heure comment on maintient les rivets avec la pince. Il est ressorti pâle et défait. Durant le trajet du retour, il n'a pas pipé mot. Et aujourd'hui, le voici qui m'annonce qu'il a commencé à peindre cet ouvrier sourdingue. Quelle idée! Quelle poésie y a-t-il dans la crasse? Je puis dire ici, sans crainte ni honte, ce que bien sûr je ne dirai pas publiquement. À mon sens, toute cette tendance à la rustrerie dans l'art est une pure monstruosité. Qui se soucie de ces fameux bateliers de Répine? Ils sont peints magnifiquement, c'est indiscutable. Mais c'est tout. Où se niche là-dedans la beauté, l'harmonie, le raffinement? Or, n'est-ce pas pour reproduire le raffinement de la nature que l'art existe? Chez moi, c'est autre chose. Encore quelques jours de travail et j'aurais fini ma paisible matinée de mai. L'eau d'un étang, à peine ridée, des saules qui penchent leurs branches, l'orient qui s'embrase, des cyrrhus menus qui se teintent de rose. Une silhouette féminine qui descend la berge escarpée avec un seau, des oies qui s'égayent à son approche. Et c'est tout. On dirait que c'est simple, et cependant je sens très bien que ce tableau est saturé de poésie. Cela, c'est de l'art. L'art dispose l'homme à une méditation paisible, modeste, il adoucit l'âme. Le sourdingue de Ryabinin, par contre, n'agira sur personne, ne serait-ce que parce que tout un chacun aura plutôt envie de le fuir afin de ne plus avoir les yeux heurtés par ces horribles nippes et cette trogne crasseuse. Comme c'est étrange. En musique, par exemple, on ne tolère pas les sons qui choquent l'ouïe, les assonances désagréables. Alors pourquoi en peinture est-il admis de reproduire des images résolument hideuses, repoussantes? Il faudra en parler avec elle. Il écrira un article bien senti qui roulera Ryabinin dans la boue. Il le mérite. 6. Ryabinin. J'ai cessé de fréquenter l'académie depuis 2 semaines maintenant. Je reste à la maison et je peins. Ce travail m'a éreinté. Pourtant, il avance bon train. Ce n'est pas pourtant qu'il faudrait dire, mais d'autant qu'il avance bon train. Plus j'approche de la fin, plus m'apparaît terrifiante ma peinture. Et aussi, il me semble que c'est mon dernier tableau. Le voici qui est assis devant moi dans un recoin sombre du chaudron, plié en 4, vêtu de loques, cet homme que la fatigue étouffe. On ne le verrait pas du tout dans la lumière qui filtre à travers les trous ronds prévus pour les rivets. Des pastilles de cette lumière émaillent son visage et ses habits, taches d'or sur ses haillons, sur ses cheveux hirsutes et sa barbe noire de fumée, sur son visage cramoisi ruisselant de sueur mêlée à la crasse, sur ses mains noueuses et écorchées, et sur sa pauvre poitrine cave. Le terrible coup à répétition tombe sur le chaudron, et force le malheureux sourdingue à bander ses forces afin d'y résister dans son incroyable position. Dans la mesure où il était possible d'exprimer cet effort soutenu, je l'ai fait. Parfois je pose palette et pinceau et je m'assieds assez loin en face du tableau. J'en suis satisfait. Je n'aurais rien réussi aussi bien que cette horrible chose. L'ennui, c'est que cette satisfaction ne m'agrée pas. Elle me tourmente. Ce n'est pas un tableau peint, c'est une maladie parvenue à maturation. Comment tout cela va-t-il se résoudre? Je l'ignore. Mais je sens qu'après cette toile, je n'aurai plus rien à peindre. Les oiseleurs, les pêcheurs, les chasseurs aux multiples expressions et aux physionomies les plus typiques, toute cette richesse de genre, qu'en ferai-je maintenant? Si je dois produire un effet, ce sera avec ce sourdingue, ou alors avec rien. J'ai fait une expérience. J'ai invité Dédoff et lui ai montré le tableau. Il a dit seulement « Eh bien, petit père », et a eu un geste d'égarement. Il s'est assis, il a regardé une demi-heure, et il est parti sur un adieu silencieux. Je crois que l'effet a été produit. Mais tout de même, il est peintre. Je suis installé devant mon tableau, et il fait son effet sur moi. On le regarde sans pouvoir s'en arracher. On s'apitoie sur cette figure éreintée. Parfois même me sont audibles les coups de marteau. J'en deviendrai fou. Il faut le voiler. Une toile a recouvert le chevalet et le tableau, et moi je suis toujours assis devant, pensant inlassablement à ce qui, terrifiant mais indéterminé, me tourmente.
Le soleil se couche et projette à travers la fenêtre empoussiérée un rayon jaune oblique sur le chevalet voilé, exactement comme une forme humaine, exactement comme l'esprit de la terre dans Faust, tel que le représentent les acteurs allemands. Wer ruft mich? Qui m'appelle? Qui t'a appelé? Moi. C'est moi qui t'ai créé ici. C'est moi qui t'ai fait venir, seulement pas d'une sphère quelconque, mais du fond d'un chaudron étouffant et sombre, pour que ton aspect provoque l'effroi dans cette foule propre, bien léchée, détestable. Viens, ô toi qui es par ma volonté cloué sur la toile. Regarde de haut ces habits à queue de pied et à traîne. Crie-leur, je suis un chancre grandissant. Frappe-les au cœur, prive-les de sommeil, dresse-toi comme un fantôme devant leurs yeux. Tue leur sérénité, comme tu as tué la mienne. Ah, oui, le tableau est terminé. Mis dans un cadre doré, 2 gardiens vont le porter sur leur tête à l'académie pour y être exposé. Et le voici donc, entre des mi-journées et des couchers de soleil, à côté d'une petite fille au chat, non loin d'un immense Ivan le Terrible, enfonçant son épieu dans le pied de Vaska Chibanov. On ne peut pas dire qu'on ne le regarde pas. On va le regarder et même le louer. Les peintres vont commencer à analyser le dessin. Les critiques, tendant l'oreille, vont prendre des notes dans leur carnet. Seul MVS, déjà mentionné, admire, approuve, porte au nu, me serre la main. Le critique d'art, elle, va se jeter furieusement sur ce malheureux sourdingue en criant « Mais où est le raffinement là-dedans? Dites-moi, où ?» Et il va m'invectiver et m'injurier. Le public, lui, passe devant avec indifférence ou avec une grimace. Les dames, elles se contenteront de dire « Ah, comme il est laid ce glourard !» Et elles glisseront jusqu'au tableau suivant, une petite fille au chat, devant lequel elles diront « Très, très joli !» ou quelque chose du même genre. Des messieurs à forte stature et au regard de bovin plongeront le nez dans le catalogue après un bref regard, émettront quelque chose comme un mugissement ou un reniflement, et poursuivront leur route. Et il n'y aura qu'un adolescent ou une jeune fille pour s'arrêter et prêter attention aux yeux éprouvés qui les fixent en souffrant du haut de la toile, et y déchiffrer le cri que j'y ai mis. Bon. Et ensuite, le tableau est exposé, vendu, emporté. Et moi, qu'advient-il de moi? Ce que j'ai vécu ces derniers jours est-il condamné à disparaître sans trace? Tout va-t-il finir par cette seule émotion après laquelle s'instaurera un repos et la recherche de thèmes innocents? Des thèmes innocents! Je me rappelle soudain un conservateur de musée de mes amis qui, en établissant son catalogue, criait au secrétaire « Martinov, écrit, numéro 112, première scène d'amour. La jeune fille arrache une rose. Martinov, écrit encore, numéro 113, deuxième scène d'amour. La jeune fille hume la rose. Vais-je comme précédemment humer la rose, ou bien vais-je quitter les rails ?» 7. Dedov. Ryabinin a presque fini son sourdingue, et aujourd'hui il m'a invité à le regarder. Je suis allé chez lui avec une opinion préconçue, et je l'avoue, j'ai dû en changer. Très forte impression. Le dessin est magnifique, le modèle a du relief. Le mieux, c'est l'éclairage à la fois fantastique et hautement véridique. Le tableau, incontestablement, ne serait pas sans mérite, n'eût été son étrange et barbare sujet. Elle en est tout à fait d'accord avec moi, et la semaine prochaine, son article va paraître dans le journal. On verra ce que dira Ryabinin à ce moment-là. Bien sûr, elle aura du mal à décortiquer le tableau du point de vue technique, mais il saura évoquer sa signification en tant qu'émanation de l'art, lequel ne souffre pas qu'on l'abaisse au service d'on ne sait quelles idées basses et fumeuses. Elle était chez moi aujourd'hui. Il m'a louangé, m'a fait quelques remarques de détail, mais m'a surtout félicité. Ah, si les professeurs pouvaient considérer mon tableau avec son regard! Est-il possible que je ne reçoive pas ce à quoi aspire tout élève de l'académie, la médaille d'or? La médaille, c'est 4 années de vie hors des frontières, tout frais payé encore. Et dans l'avenir, le professorat. Non, je ne me suis pas trompé en quittant mon monotone et maussade travail, mon sale travail où, à chaque pas, on bute sur quelques sourdingues ryabiniens. 8. Ryabinin. Le tableau a été vendu et emporté à Moscou. J'ai reçu de l'argent et, cédant à l'exigence des camarades, ai dû organiser des festivités aux Viennes. J'ignore depuis quand ça date, mais presque tous les gueuletons entre jeunes peintres se déroulent dans le salon d'angle de cet hôtel. C'est une grande pièce haute de plafond, avec un lustre, des candélabres de bronze,
des tapis et des meubles noircis par le temps et la fumée de tabac, avec un piano à queue qui a déjà rendu de grands services sous les doigts déchaînés de pianistes improvisés. Seule est neuve la grande glace, parce qu'on la change 2-3 fois l'an. Chaque fois qu'à la place des peintres, ce sont des négociants qui festoient dans le salon. Un tas de gens se sont rassemblés, peintres de genre, paysagistes et sculpteurs, 2 critiques de je ne sais quels journaux à petit tirage, et plusieurs autres personnes. On a commencé à boire et à bavarder. Au bout d'une demi-heure, tout le monde parlait à la fois, parce que tout le monde était un peu gris, moi y compris. Je me souviens avoir prononcé un discours, puis m'être embrassé avec un critique et bu avec lui le verre de l'amitié. On a beaucoup bu et parlé, on s'est beaucoup embrassé et on est rentré à la maison sur les coups de 4 heures du matin. Je crois qu'il y en a 2 qui sont restés dormir dans ce même salon d'angle de l'hôtel Vienne. Je suis rentré difficilement chez moi et me suis jeté tout habillé sur le lit, en éprouvant une sensation de roulis. Toute la chambre, semblait-il, tanguait et tournoyait avec le lit et moi. Cela a duré quelques minutes, puis je me suis endormi. Je me suis réveillé tard, mal de crâne, du plomb coulé dans le corps. Pendant longtemps, je suis incapable d'ouvrir les yeux, et, quand je les ouvre, je vois le chevalet, vide, sans tableau. Cela me rappelle les jours passés, et tout depuis le début. Ah, mon Dieu, il faut en finir. Le mal de tête s'accentue. Un brouillard me submerge, je m'endors, me réveille, m'endors d'orechef. Je ne sais plus s'il règne autour de moi un silence de mort, ou un bruit assourdissant, un chaos de sons inouïs, terrible pour l'oreille. C'est peut-être le silence, mais quelque chose y teinte et y claque, tourne et voltige. C'est comme si une pompe colossale puisait l'eau d'un abîme sans fond, oscillant bruyamment, et l'on entendrait résonner sourdement l'eau déversée et les coups de la machine. Et une note, une unique note domine le tout, ininterrompue, filée, oppressante. J'ai envie d'ouvrir les yeux, de me lever, d'aller à la fenêtre, de l'ouvrir, d'entendre des sons vivants, des voix humaines, le cliquetis des voitures, des aboiements de chiens, et me débarrasser de cet incessant chahut. Mais je n'ai pas la force. J'étais ivre hier, et je vais rester couché et écouter, écouter sans fin. Et je me réveille, et me rendors. De nouveau ça tonne et craque quelque part, plus près, plus nettement. Les coups se rapprochent et battent le rythme de mon pouls. Sont-ils en moi, dans ma tête, ou hors de moi? Sonore, âpre, net. 1, 2, 1, 2. Ça frappe le métal et quelque chose d'autre encore. Je perçois clairement les coups sur la fonte, elle vibre et bourdonne. D'abord, le marteau émet un bruit sourd comme s'il heurtait une masse visqueuse. Puis il cogne de plus en plus sèchement. Et enfin, telle une cloche, c'est toute l'énorme chaudière qui vrombit. Puis une pause et tout est calme. Et puis ça revient, de plus en plus fort, et c'est l'étourdissant bourdon. Oui, c'est ça. D'abord, on frappe le fer rougi et mou, qui refroidit ensuite. Et le chaudron vibre, après, quand la tête du rivet a durci. Compris. Mais ces autres sons, que sont-ils? Je m'efforce de comprendre, mais une brume voile mon cerveau. Il semblerait que ce soit si facile de se rappeler, mais ça tourbillonne dans la tête, si proche que c'en est douloureux, et impossible de savoir ce que c'est. Pas moyen de saisir. Tant pis, que ça cogne, laissons cela. Je sais, mais je ne me souviens plus. Le bruit grandit et s'amenuise, grossissant jusqu'à des proportions qui martyrisent monstrueusement, et disparaissent ensuite presque complètement. Il me semble que ce n'est pas lui qui disparaît, mais moi, dans un lieu où l'on n'entend rien, où je ne peux ni remuer un doigt, ni soulever une paupière, ni pousser un cri. Une torpeur me maintient ainsi, et l'effarement me gagne, et je m'éveille en nage. Je ne m'éveille pas tout à fait. Je passe dans un autre sommeil où, comme en un mirage, je me vois de nouveau à l'usine, mais pas celle où je suis allé avec Dédoff. Celle-ci est beaucoup plus vaste et sombre. De tous côtés se dressent des fourneaux d'un gigantisme incroyable. Des monceaux de flammes s'en échappent qui enfument le toit et les murs de l'édifice déjà noirs comme du charbon. Les machines se balancent et sifflent. J'ai à peine la place de passer entre les roues qui tournent à toute vitesse et les courroies qui tremblotent. Nulle âme qui vive. Quelque part, ça craque et ça tonne. C'est là-bas qu'on travaille. De là-bas proviennent les hurlements décorchés et les coups violents. J'ai peur d'aller là-bas, mais je suis saisi et emporté, et les coups sont plus forts, et les cris plus déments. Tout se fond en un seul hurlement. Et je vois un être étrange, hideux, qui se recroqueville au sol sous les coups qui pleuvent de partout. Toute une foule frappe, avec tout ce qui lui tombe sous la main.
Il y a là tous les gens de ma connaissance, qui, le visage déformé par la fureur, martèlent avec des masses, des pinces, des bâtons. Les poings, cet être auquel je n'ai pas trouvé de nom. Je sais que c'est lui, toujours le même, et je me jette en avant. Je veux hurler. « Arrêtez! Qu'a-t-il fait ?» Et soudain je vois un visage pâle, défiguré, extraordinairement terrifiant parce que c'est mon propre visage. Je vois un autre moi-même lever la masse dans le dessein de porter un coup furieux. Alors, le marteau est tombé sur son crâne. Tout a disparu. Durant quelque temps, j'eus encore conscience des ténèbres, du silence, du vide et de l'immobilité. Et bientôt, je disparus à mon tour Dieu sait où. Ryabinin demeura allongé sans connaissance jusqu'au soir. Finalement, la logeuse cuisinière, se rappelant que le locataire n'était pas sorti de la journée, eut l'idée d'entrer dans sa chambre et, découvrant le malheureux gisant en proie à une forte fièvre et marmonnant des mots sans suite, s'effraya dans un premier temps, s'exclama dans son dialecte incompréhensible et expédia une fillette à la recherche du docteur. Celui-ci vint, examina, tâta, écouta, grommela, s'assit à la petite table et ayant couché par écrit ses prescriptions, s'en alla tandis que Ryabinin continuait de s'agiter et de délirer. 9. Dédoff. Le pauvre Ryabinin est tombé malade après la bamboche d'hier. Je suis passé le voir et l'ai trouvé prostré, inconscient. La logeuse s'occupe de lui. Je dois lui donner de l'argent car dans le bureau de Ryabinin, il n'y avait pas un copec. J'ignore si c'est cette sale bonne femme qui a tout barboté, à moins que tout soit resté où vienne. Il est vrai que la fiesta a été de taille. Ça a été très gai. Ryabinin et moi avons bu le verre de l'amitié. Je l'ai bu aussi avec elle. Quelle âme sensible ce elle, et comme il comprend l'art. Son article montre qu'il a perçu comme personne ce que je voulais dire dans mon tableau. Ce pourquoi je lui suis infiniment reconnaissant. Il faudrait peindre un petit quelque chose à la Clever et lui offrir. À propos, il se prénomme Alexandre. N'est-ce pas demain le jour de sa fête? Quant à ce pauvre Ryabinin, il risque de lui en coûter cher. Ce grand tableau de concours est loin d'être terminé, et le délai est court. S'il traîne un mois en maladie, il n'aura pas de médaille. Et alors, adieu l'étranger. Je suis très content, en tant que paysagiste, de n'être pas son concurrent. Ses camarades, en revanche, doivent se frotter les mains. Cela leur fait gagner une place. Pourtant, on ne peut pas abandonner Ryabinin à son sort. Il faut l'emmener à l'hôpital. 10. Ryabinin. Aujourd'hui, au sortir d'un long coma, je me suis longuement demandé où j'étais. Au début même, je n'arrivais pas à réaliser que ce long paquet blanc qui s'allongeait sous mes yeux, c'était mon propre corps enveloppé dans un drap. Ayant à grand-peine tourné la tête à gauche et à droite, ce qui provoqua un tintement dans mes oreilles, j'aperçus une chambre oblongue, pénombrale, avec 2 rangées de lits sur lesquels gisaient des silhouettes emmitouflées. Une espèce de chevalier en armure cuivrée se dressa entre 2 grandes fenêtres tendues de blanc et qui se révéla être simplement un énorme lavabo. L'image du sauveur dans un coin faiblement éclairé par une veilleuse, 2 gros poêles à carreaux. J'entendis la respiration saccadée de mon voisin, les soupirs cloquetants d'un malade couché un peu plus loin, les sifflements paisibles de quelqu'un d'autre et le ronflement seigneurial du gardien chargé de la surveillance d'un malade dangereux, qui était peut-être encore en vie ou peut-être déjà mort, mais reposant toujours parmi nous, les vivants. Nous, les vivants. Vifs, pensai-je, prononçant ce mot dans un murmure. Brusquement, ce sentiment d'être extraordinairement bien, ce sentiment de joie de vivre et de sérénité que je n'avais plus éprouvé depuis mon enfance, déferla en moi avec la conscience que j'étais éloigné de la mort, que toute la vie était devant et que je saurais certainement l'orienter à ma manière. Oh, sûrement que je saurais. Et je me tournai péniblement sur le côté, repliai les jambes, mis les mains sous ma tempe et m'assoupis. Exactement comme dans l'enfance, quand, ouvrant les yeux près de ta mère endormie, alors que le vent frappe à la fenêtre et que la tempête gémit dans la cheminée et que les rondins de la maison craquent comme des tirs de pistolet à cause du froid glacial, tu te mets à pleurer tout doucement, craignant tout en l'espérant de réveiller ta mère, qui s'éveille, t'embrasse dans son sommeil et trace un signe de croix sur ton front. Et alors, apaisé, tu te roules en boule et tu t'assoupis, ta petite âme consolée. Mon Dieu, comme je suis affaibli! J'ai essayé de me mettre debout et d'aller de mon lit à celui du voisin d'en face, un étudiant soigné pour quelque fièvre, et c'est tout juste si je ne me suis pas écroulé à mi-chemin. Mais la tête se remet plus vite que le corps. À mon réveil, je ne me rappelais presque plus rien, et je devais faire un effort pour retrouver même le nom de mes proches. À présent, tout m'est revenu, non pas comme une réalité passée, mais comme un songe.
qui ne me tourmente plus, non. Le passé s'est enfui sans retour. Dedoff m'a apporté un tas de journaux aujourd'hui. On y loue mon sourdingue et sa matinée. Seule elle n'a pas encensé. Au demeurant, cela m'est égal. C'est tellement loin de moi. Je suis très content pour Dedoff. Il a reçu une grande médaille d'or et part bientôt à l'étranger. Il est satisfait et heureux au-delà de l'exprimable. Il rayonne telle une crêpe de la Chandeleur. Il m'a demandé si j'avais l'intention de participer au concours l'an prochain, puisque la maladie m'en a empêché cette année. Il fallait voir comme il a arrondi les yeux quand je lui ai dit que non. « C'est sérieux ?»« Très sérieux, » ai-je répondu. « Qu'allez-vous faire ?»« Eh bien, on verra. » Il m'a quitté parfaitement désorienté. 11. Dedoff. J'ai vécu ces 2 dernières semaines dans le brouillard, l'inquiétude et l'excitation, et ne me suis calmé que maintenant, ici, dans ce wagon de la ligne de chemin de fer de Varsovie. Je n'y crois pas moi-même. Moi, un pensionnaire de peintre, en route pour un voyage de 4 ans à l'étranger afin d'y perfectionner mon art. Vivat Academia! Mais Ryabinin! Je l'ai rencontré dans la rue au moment de monter dans le fiacre pour la gare. Je vous félicite, et vous pouvez me féliciter aussi. De quoi? Je viens d'être reçu à l'examen d'entrée au séminaire d'enseignement. Instituteur, un tel peintre, un tel talent, il va dépérir à la campagne. Il est perdu. Franchement, n'est-il pas fou cet homme? Dedoff eut raison en l'occurrence. Ryabinin ne prospéra guère, mais ceci est une autre histoire.